Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, tel que prévu, nous allons examiner le rapport entre les valeurs et la sexualité, évidemment, mais plus précisément, nous allons examiner toute la question des valeurs et des normes, donc de l'éthique. Vous savez que dans le cours, on va prendre en considération plusieurs disciplines, par exemple la psychologie, la sociologie, l'histoire, l'ethnologie, etc., pour examiner le rapport entre les valeurs et la sexualité. Mais tout ça est dans une optique d'une réflexion philosophique et éthique. Et donc, sur le plan de l'éthique, on va un petit peu regarder ce que c'est. Okay? Ce que c'est l'éthique, ce que c'est qu'on va faire ici. Oups, donc. La morale et la sexualité, ça c'est l'objet du cours d'aujourd'hui. Et on va examiner les jugements moraux que l'on pose quant au phénomène sexuel. Donc, on n'ira pas encore aujourd'hui regarder tous les phénomènes sexuels qui ont été jugés et qui sont jugés par diverses communautés, etc., là, comme étant bien ou mal. Là, on va faire ça dès le prochain cours, la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on a certains objectifs qu'on vise par ce cours-ci. C'est premièrement de comprendre qu'est-ce que la morale par rapport à l'éthique. C'est très important de comprendre ça. Et à travers ça, on va préciser un certain nombre de vocabulaire, là, le sens de certains mots. Et puis, tout ça, ben, ça va vous mener peut-être un peu plus tard dans la suite du cours, à formuler vous-même des jugements moraux relativement au phénomène sexuel. Et vous avez des devoirs qui s'associent à votre texte 1. Donc, vous avez un texte là, à lire par rapport au cours d'aujourd'hui et vous avez évidemment le cours comme tel pour répondre à vos devoirs. Donc, première des choses qu'on va examiner, à la question qu'est-ce qu'une valeur? C'est une question essentielle. On parle des valeurs et de la sexualité dans leur connexion. Donc, on va réfléchir comme tel à c'est quoi une valeur pour commencer, pour savoir de quoi on parle. Et quand on parle d'une valeur, là, je donne la définition de Michel Métaillé, okay, qui est une définition très générale et très simple. Ce serait des critères généraux qui définissent le bien et le mal, puis qui nous servent à évaluer nos actions. C'est intéressant, cette définition-là, parce qu'elle est simple. Hein? On va, par exemple, parler du bien et du mal. Et ça, c'est la chose la plus simple qu'on peut dire par rapport à la morale, c'est qu'on évalue vraiment le bien et le mal. Et ça sert à évaluer nos actions. Maintenant, je vais vous donner quelques autres définitions qui vont venir préciser cette définition-là. Okay? Premièrement, la deuxième définition, je vais la lire avec vous. Pour une personne ou une société, est une valeur tout ce qui est considéré suffisamment important pour orienter et justifier l'action. Donc, les valeurs sont là pour donner une orientation à nos actions, à nos comportements. Donc, quand on a des comportements, on peut les juger, bien sûr, à l'aide des valeurs, comme le dit la première définition, mais on peut aussi, à l'aide des valeurs, les orienter. Par exemple, dire, je ne ferai pas ça, ou je vais faire cela, ou je vais rechercher ceci, etc. Ensuite, on peut aussi justifier nos actions en disant, par exemple, j'ai fait cela parce que, et là, on va évoquer une valeur quelconque qu'on considère importante. Donc, bref, ce que c'est des valeurs, c'est ce qui nous permet de porter des jugements sur les actions, okay, de justifier ces actions-là, et ainsi aussi d'orienter nos actions. Donc, lorsqu'on va parler d'une éthique sexuelle, on va parler de l'ensemble de ces critères-là qui nous permettent d'orienter notre comportement sexuel, de justifier le type de sexualité qu'on va vivre, si on peut dire, parfois même de contrôler nos actions, pour ne pas se laisser contrôler, par exemple, par nos passions, et puis d'évaluer les comportements de soi et des autres. On peut dire que dernière définition. Les valeurs sont des critères à l'aide desquels l'homme peut évaluer la conformité des actions au devoir-être, c'est-à-dire au préférable et à l'obligatoire. Pourquoi je donnais cette définition-là? C'est simplement pour introduire ici ces deux mots-là, ce qui est préférable et ce qui est obligatoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en morale et en éthique, on essaie de poser des jugements par rapport à deux choses bien distinctes. Ce qui est préférable, ce qui est souhaitable, ce qu'on doit rechercher, ce qu'on doit recommander.
Et là, on va être dans un type d'éthique qu'on appelle téléologique. On y arrive tout à l'heure. Et d'autre part, des normes. Donc, on va considérer les normes comme un type de valeur ici. Okay? Les normes, hein, c'est une sorte de valeur, mais c'est une valeur qui est particulière parce qu'elle vient plutôt limiter les comportements en définissant ce qui est interdit, donc la limite du permis et de l'interdit, et de ce qui est une obligation. Par exemple, il est obligatoire d'avoir le consentement de l'autre personne avant d'avoir des relations sexuelles avec cette personne-là, et c'est interdit d'avoir des relations sexuelles sans avoir ce consentement-là. Par exemple, si la personne dort ou est complètement intoxiquée. Okay? Bon. Lorsqu'on a parlé des différentes valeurs, on va parler des différentes valeurs tout à l'heure. Lorsqu'on utilise des valeurs, c'est que souvent on porte des jugements. Vous allez devoir, en fin de session, mais dans vos évaluations parfois, lorsque vous allez faire des arguments, vous allez devoir porter des jugements, donc établir des arguments, trouver des arguments, justifier des positions relativement à des phénomènes relatifs à la sexualité. Okay? Donc, sur quoi qu'est-ce que c'est qu'un jugement moral comme tel par rapport à d'autres types de jugements? Mais pour commencer, les jugements qui touchent l'éthique et la morale, ce sont des jugements, on l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas simplement des jugements de fait. Comme par exemple, si je vous dis, dans cette tasse, il y a du café, c'est un jugement de fait. Ce n'est pas un jugement moral. Pour qu'il y ait un jugement moral, il faut qu'on détermine, comme on l'a vu à la diapositive précédente, le monde tel qu'il devrait ou tel qu'il doit être, tel qu'il devrait idéalement être ou tel qu'il doit obligatoirement être. Okay? Donc, on est là vraiment dans le bien et le mal. Le mal ne devrait pas être, ne doit pas être, et le bien, ben, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qui doit être, c'est ce vers quoi on tend. Donc, quand on fait des jugements moraux à propos des phénomènes de la sexualité, mais à propos de n'importe quoi, en réalité, on ne parle pas que du bien et du mal. Loin de là. On porte des jugements sur bien d'autres choses. Par exemple, lorsqu'on porte un jugement moral, on peut porter un jugement sur ce qui est souhaitable ou ce qui est préférable. Par exemple, on peut dire qu'il est préférable d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on aime. Et là, dans ce cas-là, on vient de poser un jugement moral sur ce qui est préférable. Il est souhaitable, par exemple, de se protéger en utilisant une contraception si on ne veut pas avoir d'enfant. Bon. Des choses comme ça. Ce qui est digne d'estime ou de mépris. La fidélité, par exemple, on va dire ça c'est estimable, tandis que quelqu'un qui est infidèle, bah, ça devrait être méprisé. On peut porter des jugements négatifs face à des comportements comme ceux-là, par exemple. Ce qui est important ou non, par exemple, est-ce que c'est important d'avoir un orgasme à toutes les relations sexuelles? On est ici dans un jugement qui ne relève pas que des faits. Là. On pose nous-mêmes, on fait un choix sur ce qu'on considère important. Donc, aussitôt qu'on prend une position sur ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ben, on prend une position qui est un jugement moral. La sexualité elle-même, si on dit la sexualité, est-ce que c'est important la sexualité? On est déjà ici dans un jugement qui relève de la morale. Si quelqu'un dit, par exemple, non, ben moi, dans ma vie, la sexualité, c'est pas important, il prend un choix. Il y a des valeurs. Il va y avoir d'autres valeurs qui vont venir justifier son jugement. OK? Donc, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Ce qui manifeste une élévation ou une bassesse, dans la sexualité, ça intervient souvent. Il y a des comportements qu'on peut considérer comme bas. Mettons la zoophilie. Avoir, je sais pas moi, des relations sexuelles avec ton chat. Là, on peut considérer que, c'est pas un égal et on a toutes sortes de raisons de croire que c'est pas la meilleure sexualité possible, que ça manifeste une certaine bassesse, la trahison, le mensonge, etc. Et ce qui manifeste une élévation, par exemple le contrôle de soi, l'empathie, etc. Donc on a encore des valeurs là, qui viennent justifier le jugement.
Jusqu'ici, on était surtout là, dans le domaine du préférable ou du souhaitable. On va aller maintenant dans le domaine de l'obligatoire. Donc déjà, ce qui est obligatoire. Le consentement est obligatoire. Et là, c'est le respect des personnes en général et la justice. On va le voir tout à l'heure qui est obligatoire. Là. L'obligation, c'est ce qui peut amener des sanctions. Là. Okay? Quand une obligation sans sanction, c'est pas une obligation. Donc, la sanction peut être légale ou morale, on va le voir un peu plus tard, mais de façon générale, le jugement moral peut aussi définir ce qui est permis et interdit. Donc, ce qui est légal, ce qui est illégal. Par exemple, dans nos sociétés, la pédophilie est illégale. Et évidemment, c'est parce qu'il y a des valeurs en tout ça. Là. Si on dit, par exemple, le viol est illégal, le consentement de la personne est obligatoire, tout ça, c'est des jugements qui sont des jugements qui sont fondés dans des normes et qui viennent, dans le fond, limiter nos pratiques sexuelles. Ils ne vont pas vraiment définir c'est quoi une bonne sexualité, mais ils vont surtout définir des sexualités qui seraient problématiques parce que ces sexualités-là, par exemple, ne respecteraient pas l'autre personne, iraient à l'encontre de la justice ou de principes éthiques là, qui sont reconnus. Et comme par exemple la réversibilité des rôles. On va voir tout à l'heure, là, quand on va arriver dans la déontologie, les principes qui sont en cause dans ce type de jugement-là. Okay? Donc, on peut faire des jugements moraux. Certains jugements moraux ont de la valeur, d'autres en ont peut-être moins. On pourrait aussi se tromper des fois en rendant obligatoire ce qu'on devrait considérer comme simplement préférable, etc. Donc, on va examiner un peu... pour bien comprendre ça, pour établir des jugements moraux qui sont conformes à l'éthique, il faut savoir c'est quoi l'éthique. Okay? Et ici, on est dans un cours de philosophie, donc vous devez poser des jugements qui sont conformes aux critères d'évaluation de cette discipline-là, c'est-à-dire fondés, rationnels, justifiables, etc. Et pour bien comprendre ça, et pour bien comprendre aussi quand on va parler de morale sexuelle versus l'éthique sexuelle, il faut absolument distinguer deux choses. Et c'est la morale par rapport à l'éthique. OK? Je vous ai donné des mots-clés là, dans le PowerPoint. Vous avez aussi dans votre texte une explication. La distinction entre la morale et l'éthique, quelle est-elle? Mais premièrement, l'éthique, c'est une discipline qui fait partie de la philosophie. Et donc, l'éthique a toutes les caractéristiques du discours philosophique, c'est-à-dire que c'est un discours qui cherche à être critique, à établir un jugement critique, fondé dans la connaissance, rationnel, et donc qui ne viendrait pas de sources, disons, qui seraient autres qu'une démarche rationnelle. Par exemple, en éthique, on ne va pas dire c'est vrai parce que la tradition dit que c'est vrai. Exemple, OK? On va pouvoir argumenter. Okay? On va vouloir se fonder sur des faits, sur des connaissances. Et c'est pour ça que pour avoir des jugements éthiques éclairés à la fin du cours dans votre dissertation, on va voir plusieurs disciplines qui vont vous permettre de comprendre votre sujet. Parce que pour porter un jugement éclairé, il faut savoir de quoi on parle. Okay? Et pour savoir de quoi on parle, il faut consulter ceux qui ont fait des études sur ces sujets-là. Okay? Donc, d'une certaine façon, l'éthique, elle est toujours rationnelle. Elle se fonde dans une démarche rationnelle. Okay? Et donc, les jugements moraux qui sont de nature éthique ont un souci de justification rationnelle. Okay? Et il y a une démarche dialogique. Donc, on écoute les autres, on écoute les arguments des autres, on écoute aussi ceux, par exemple, qui auraient pu être victimes de certains comportements. C'est-à-dire qu'on est ouvert dans un dialogue et ensemble, comme humanité, on exerce notre rationalité pour essayer de définir le bien et le mal. Ce qui est différent de certains discours, par exemple, religieux, où là, par exemple, Dieu aurait révélé le bien et le mal. Dans la philosophie, on ne fonctionne pas comme ça. C'est pas la tradition. C'est vraiment une démarche de réflexivité. On va réfléchir au comportement sexuel pour se faire une éthique personnelle. Et c'est un peu ça l'objectif. Et pour se faire une éthique personnelle, une éthique sexuelle personnelle, il faut comprendre la sexualité. Et c'est pour ça que, oui, il faut avoir une dimension critique. Il faut sortir des préjugés si on en a.
Puis il y a des choses qui sont des préjugés. OK? Déjà au dernier cours, là, quand croire, par exemple, qu'il n'y a que des hommes et des femmes sur le plan biologique, c'est déjà un préjugé, ça. OK? Pour comprendre la sexualité, il faut savoir que le genre est une construction en grande partie sociale. Il faut comprendre ces choses-là. Puis il faut comprendre aussi la relation entre les genres de façon critique. Il faut savoir que l'égalité a toujours été quelque chose qui entre en jeu. Donc, il faut vraiment être informé pour se donner à soi-même une éthique sexuelle qui soit conforme à la philosophie et à l'éthique. Et c'est pour ça qu'on va aller voir ce sur quoi nous renseignent plusieurs sciences pour bien comprendre les phénomènes et pas rentrer dans, je dirais, des discours un peu simplistes qui sont comme des discours idéologiques, mais qui ne comprennent pas de quoi ils parlent. Donc, en philosophie, il faut qu'on ait des concepts bien définis, des principes bien définis, des connaissances scientifiques qui viennent nous appuyer, puis là, on peut avoir un jugement éclairé. Bon. À l'opposé, ou en tout cas par opposition, je dirais, la morale, elle est sociale et collective. Donc, la morale, c'est un ensemble de valeurs et de normes qui sont admises dans une collectivité puis dans une société. Ça veut dire que ça peut être fondé, ça peut être pas fondé. Dans le texte que je vous ai donné à l'air, vous avez pu remarquer qu'il y a encore 72 pays dans le monde aujourd'hui qui criminalisent l'homosexualité. Ça fait partie de leur morale. Maintenant, si on commence à étudier, puis à examiner, puis à comprendre l'homosexualité, on se rend compte que sa criminalisation ne répond pas à des critères de rationalité. C'est-à-dire que si on utilise une démarche de rationalité pour examiner l'homosexualité, on ne peut pas, quel que soit notre point de vue idéologique, arriver à la criminaliser. Okay? Et donc, là, on a affaire à une morale, à des morales collectives qui se fondent dans des préjugés, dans des traditions, mais qui n'ont pas été amenées à la réflexion critique et qui sont finalement fondées dans de l'ignorance. Et si on regarde l'histoire de la sexualité, notre morale sexuelle en Occident, qui a été fondée pendant très longtemps sur l'Église catholique, la conception de l'Église catholique, était une morale sexuelle qui menait à des déviances parce qu'elle était fondée dans des préjugés, dans des erreurs factuelles, très souvent, de graves erreurs factuelles, on va en voir plusieurs, et des erreurs aussi de principe, de compréhension rationnelle, de distinction rationnelle. Okay? Et donc, quand on se fait une éthique sexuelle, quand on dit qu'on a une dimension critique à notre discours, c'est qu'on est capable d'examiner les morales et peut-être même notre propre morale. Par exemple, quand on regarde la pornographie, on va avoir un regard critique sur la pornographie, à dire oui, c'est accepté, c'est même banalisé dans notre société, dans notre morale collective. Nous, on banalise beaucoup la pornographie, on la normalise. Et on pourra, par la réflexion éthique, je crois qu'une réflexion éthique, moi, sur la pornographie, au moins, sans nécessairement la rendre illégale, là, je ne pense pas que ça va jusque-là, mais au moins devrait mettre fin à une banalisation. Parce que la compréhension du phénomène de la sexualité nous amène à comprendre les choses avec un peu plus de profondeur. Okay? Et c'est ce qu'on veut faire dans ce cours. Okay? Donc, les jugements moraux, bref, ne résistent pas tous à l'examen éthique. Okay? C'est pas parce qu'une collectivité accepte quelque chose comme étant moral, comme par exemple, on acceptait l'esclavage pendant très longtemps dans l'humanité, ça ne veut pas dire que c'était éthique. Vous comprenez? Donc, il y a des distinctions importantes à faire là-dedans. Des fois, on va parler de morale sexuelle, des fois, on va parler d'éthique sexuelle, ce qui est deux choses différentes. Morale sexuelle, par exemple, on va parler de la morale chrétienne, c'est une morale sexuelle. Puis on va pouvoir voir, il y a des belles choses dedans, peut-être qu'il y a des moins bonnes choses. Okay? Puis on va exercer notre esprit critique pour avoir une éthique personnelle. Ça vous revient, ça. Okay? Donc, on va parler, par exemple, dans des morales sociales, de normes sociales. Une norme sociale, ça va être une règle qui définit le permis et l'interdit dans une société donnée. Et ça va être différent de normes éthiques. C'est important, cette distinction-là. Je vous ai donné tout à l'heure, par exemple,
dans plusieurs pays, à peu près 70 pays, l'homosexualité non seulement est interdite, mais elle est criminalisée. Là. Bon. Ça veut dire que c'est un crime punissable par la loi, la prison, parfois même la peine de mort. Ça, c'est une norme sociale dans cette société-là. Ça fait partie d'une morale sociale, mais c'est pas une norme éthique. Parce que la norme éthique, si on l'appliquait au cas de l'homosexualité, on ne la pénaliserait pas de cette façon-là. Okay? Donc, il faut bien comprendre la distinction entre les deux. Lorsqu'on parle de l'éthique, on a deux types d'éthique. Okay? Et ça aussi, ça nous amène à des distinctions très importantes. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on posait des jugements moraux, on définissait toujours ce qui est préférable ou souhaitable d'un côté et de l'autre côté, permis-interdit. Okay? Et ça, ben, ça se reflète dans l'éthique. Et ça ne se reflète pas toujours dans les morales. Je veux dire, il y a des morales qui font pas cette distinction-là. Donc, tout ce qui est considéré comme non préférable, ils vont l'interdire. Et donc, ça met en cause la liberté humaine dans ce cas-là. La téléologie. Qu'est-ce que c'est la téléologie? On va le lire ici. C'est une éthique. Puis on va enlever morale. Excusez-moi, là, c'est une éthique. Parce que téléologie, logie dedans, dans laquelle c'est la finalité de l'action qui lui donne sa dimension morale. OK? Ça veut dire quoi? C'est une éthique. Donc, ça fait partie de la philosophie. Puis c'est la finalité, le but. La finalité, c'est le but. Quel but on vise? Okay? Quel bien on vise? Okay? Il y a la recherche d'un bien qui est capable de donner un certain sens à notre expérience. Là. Okay? Par exemple, on va voir, il y a des idéaux. Le bien, le beau, le vrai, des buts moraux, des vertus. Les valeurs importantes dans la téléologie, c'est la réalisation de soi, l'estime de soi. Bon, on va parler par exemple d'épanouissement. On va donner beaucoup d'exemples en téléologie tout à l'heure parce qu'on va distinguer aussi. Ce qu'il faut vraiment se souvenir ici, c'est que c'est le souhaitable ou le préférable qui est défini. C'est quoi une bonne sexualité? C'est quoi l'épanouissement sexuel? Comment on peut se sentir bien dans notre sexualité? Comment on peut être authentique dans notre sexualité? C'est quoi le rapport entre l'amour et la sexualité? La famille, etc. Bon, on veut une famille, donc la sexualité est impliquée. Comment la sexualité peut participer à notre bonheur? Mais dans toutes ces questions-là, dans toutes ces valeurs-là, on ne peut pas obliger ou interdire. Comme si on est en téléologie, il n'y a pas de sanction possible d'un certain point de vue. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à être heureux, là. Sinon, tu lui donnes une sanction. Ça ne marche pas, ça. OK? Y a des jugements moraux qui mènent à des sanctions. Je veux dire, si tu commets un viol, tu as des sanctions. Parce que là, on est en déontologie. Mais si tu n'es pas capable d'avoir un orgasme, on ne va pas te donner une sanction. Tu as besoin d'aide, plus que de sanctions. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, d'une certaine façon, quand on est en téléologie, là, on est dans les grands buts qui orientent la sexualité et les grandes vertus. Puis parlons-en des buts. Il y a des buts moraux, des buts supérieurs qu'on peut appeler. On est encore là dans métaillé, mais on aurait pu appeler ça des buts moraux. Ça va être mieux. Hein? Des buts moraux. Okay. Là, on est en téléologie. Les grands buts. Ces buts-là, c'est des objectifs qui vont orienter l'action. Okay? Par exemple, avoir une famille, ça peut orienter ton action. Avoir un couple où il y a de l'amour. Okay? Ces buts sont considérés comme souhaitables. Donc, sont assez souhaitables, sont assez importants pour que soit les sociétés ou les individus prennent les moyens pour les atteindre. Okay? Donc, comme on l'a vu, dans ces buts-là, il peut y en avoir qui touchent les personnes elles-mêmes, des buts personnels. Je donne des exemples. Par exemple, l'authenticité. Par exemple, avoir une sexualité où on est pleinement soi-même, où on se réalise soi-même. C'est important. Parce que, admettons que, je sais pas moi, on a des tendances homosexuelles, on a une préférence homosexuelle, puis qu'on a une sexualité exclusivement hétérosexuelle, peut-être qu'on ne sera pas vraiment épanoui, pas vraiment nous-mêmes dans notre sexualité. Donc, l'épanouissement de soi, hein? Bon, le plaisir. Il y en a que j'ai mis des buts dans la catégorie des buts interpersonnels. Bon. Interpersonnel, personnel, c'est quand même très lié, là, parce que
On peut pas être authentique sans l'autre non plus, là, puis s'épanouir sexuellement tout seul, non, ça marche pas. OK? Mais, mettons, comme couple, un couple pourrait dire, ben nous, on se donne comme but d'avoir un plaisir partagé, un plaisir réciproque, tu sais, donc on essaie que les deux soient satisfaits, la satisfaction sexuelle, par exemple. Là, ça devient un but partagé, interpersonnel, où le couple vise le même but. Une famille, avoir une famille unie. Bon, ben, si tu veux avoir une famille, tu ne feras pas ça tout seul. Tu as besoin d'autrui pour faire ça. Puis tu peux juste le réaliser avec autrui. Il y a beaucoup de buts en sexualité qui exigent l'autre, là. Par exemple, on va en mettre un qui est très important en sexualité, l'amour. Aimer tout seul, ben, c'est de l'auto-érotisme, là, mais c'est pas de l'amour vraiment. Tu as besoin d'avoir un vis-à-vis, là. OK? Puis on a parfois des buts moraux qui peuvent être sociaux. Donc, c'est la société qui va les valoriser. Par exemple, dans certaines sociétés, on va par exemple trouver le mariage qui va être un but extrêmement valorisé. Dans d'autres, comme par exemple ici, on va beaucoup valoriser l'égalité des sexes. Mais là, ça ne concerne pas juste les individus, ni même, mettons, les familles ou les couples. Il y a des buts qui interpellent la société au complet. Okay? Comme par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un but très important qui touche à la sexualité. On l'a vu dans le rapport entre les genres. C'est quelque chose d'important qu'on veut faire atteindre dans la société. Okay? Donc, tous ces buts-là, il y en a plusieurs. Vous en avez dans votre texte une liste de bien d'autres buts. Le bonheur, il y en a des incontournables. Le plaisir, c'est un incontournable quand même, qu'on peut viser à travers la sexualité. Si on va maintenant dans les vertus, qu'est-ce que ça c'est quoi des vertus? Parce que ça, c'est un autre type de valeur. Là. On a vu qu'il y avait des buts moraux, puis il y a des vertus. Les vertus, on est encore dans la téléologie. Les vertus sont quoi? Ce sont des qualités morales qui sont acquises. Donc, personne ne naît vertueux, là, comme tel. Sont acquises à travers le temps. Okay? Puis, ils vont rendre une personne estimable à ses propres yeux, puis aux yeux d'autrui. Bon, il y avait des vertus très importantes là, en Grèce antique, par exemple, la justice, la tempérance, le courage, la sagesse. Ça, c'était les vertus cardinales. Vous avez peut-être vu ça dans votre cours de 101, si vous avez eu un cours de 101. Les grandes vertus cardinales, c'est-à-dire les vertus, si tu as ces vertus-là, c'est une personne vertueuse. C'est des qualités, là, des qualités qu'on a, puis qui ont une valeur morale. Puis c'est ça qui fait qu'on est aimable. Hein? C'est important si on veut, d'ailleurs, un commentaire comme ça, si on veut être aimé dans la vie, hein, ben, la première règle, c'est d'être aimable. Puis être aimable, c'est développer nos vertus. Vous comprenez? Puis il y a des vertus, vous allez voir, qui sont liées beaucoup, de très proches à la sexualité. Qu'on va revoir. Okay? Puis il y en a même qui touchent la déontologie. Donc, il y en a un que j'ai mis ici, là, on va y arriver. Donc, les vertus sont liées à l'estime de soi, puis à l'identité. Qui je suis, moi? Je suis une personne douce, je suis une personne brute, je suis une personne juste, je suis une personne injuste, je suis une personne fidèle, je suis une personne infidèle. Qui suis-je? Quelle vertu ou est-ce que j'ai? Ou de quelle vertu est-ce que je manque? Parce qu'il y a ça aussi. Parce que manquer de vertu, c'est avoir des vices. Et les vices, ben, ça peut être très dommageable dans la sexualité. Et c'est mon prochain point. Le manque de vertu, on appelle ça un vice. Okay? Ça peut mener à une sexualité extrêmement problématique, voire pathologique. Là. Je donne des exemples. Quelqu'un qui est dans sa sexualité totalement égocentrique. C'est un vice, hein? L'égocentrisme, c'est un vice. C'est un manque d'altruisme, c'est un manque d'ouverture à l'autre, c'est un manque d'empathie, etc. Donc, c'est être centré purement sur soi. Et on va le voir plus loin, là, les études ont montré que ça mène à des sexualités qui sont des sexualités sinon déviantes, en tout cas nécessairement insatisfaisantes. Okay? Donc, bon. J'en donne d'autres. Quelqu'un, par exemple, qui est dans un couple, qui a un contrat de fidélité. On va vous parler de ça aussi à un moment donné. On va avoir un cours complet sur la fidélité.
Tu es dans un couple, tu as un contrat de fidélité, donc tu es censé être fidèle, n'est-ce pas? Mais là, tu te retrouves dans une situation où tu as une possibilité d'être infidèle, puis tu sautes sur cette situation-là, puis bon, tu suis tes pulsions, ça peut te poser des problèmes. Hein? Et on va voir que c'est un gros problème aujourd'hui, ça, la fidélité. Les gens ont de la difficulté à être fidèles. Ils ont de la difficulté à tenir leur engagement et leur parole et à s'engager. Les gens de ma génération, puis les gens aussi de votre génération. Donc, depuis la révolution sexuelle, quand on va parler de la révolution sexuelle, on va beaucoup parler de ça. Un manque de contrôle de soi, quelqu'un qui aussitôt qu'il y a une frustration sexuelle devient colérique, ou etc. Et ça peut mener même à des viols, là, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est pas capable de se contrôler. Donc, il est sûr que la vertu, il y a certaines vertus qui sont essentielles, et il y a des vertus qui améliorent la sexualité. Par exemple, l'ouverture, l'empathie, la connaissance de soi, c'est tout de son corps, de soi, de qui on est. C'est des vertus qui mènent à un épanouissement sexuel, n'est-ce pas? Donc, on devrait essayer de développer si on veut avoir une éthique sexuelle qui nous amène à l'épanouissement. Maintenant, j'ai mis le respect, parce que le respect, c'est une vertu. Ça, c'est une vertu qui nous mène aussi à la déontologie. Donc, je vais changer de place. Là. Tiens, je vais mettre le respect ici. Bon. Le respect, ça nous amène à la déontologie. Parce que, évidemment, on veut avoir un conjoint ou une conjointe respectueuse. Parce que sinon, si on n'est pas respecté, ça se peut que notre confiance en l'autre soit moins grande. Puis que la confiance, c'est important en sexualité parce qu'on se donne à l'autre, n'est-ce pas? Donc, si on n'a pas la confiance avec l'autre, ça fait des sexualités qui sont un petit peu plus, disons, un peu moins satisfaisantes. Et donc, ça nous prend quand même un respect. Mais le respect, ça peut aller plus loin. Ça peut aller aussi dans le respect du consentement. Puis là, on passe à l'autre type d'éthique, parce que là, on a vu la téléologie, on est dans le préférable. C'est préférable de ne pas être égocentrique. C'est préférable d'être fidèle. C'est préférable de se contrôler. Encore que la fidélité, encore là, ça aussi, ça pourrait nous mener... c'est quelqu'un qui est vraiment dans le vice, il ne va pas respecter la morale l'éthique déontologique. OK? Donc, c'est ça aussi, là. Il faut être dans la vertu parce que c'est préférable, mais aussi qu'un manque total de vertu, ça nous amène à commettre des actes qui sont extrêmement répréhensibles, malhonnêtes, irrespectueux, et là, on arrive dans la déontologie. Le jugement déontologique, il n'a pas la même nature là, que le jugement téléologique. Absolument pas. Il y a une nature totalement différente. OK? Et cette nature-là, elle s'explique par le fait que la déontologie définit non pas simplement ce qui est mieux ou bon, mais ce qui est nécessaire sur le plan moral, c'est-à-dire obligatoire et interdit. Et là, il y a souvent des questionnements en éthique où on ne se demande pas si c'est une bonne sexualité, on se demande surtout si on doit l'interdire. Par exemple, la zoophilie. La question, il n'y a personne qui va dire « Ah, la zoophilie, quelle superbe! » La zoophilie, c'est d'avoir des relations sexuelles, préférer les relations sexuelles avec les animaux. Donc, non seulement en avoir, mais préférer ça. Il n'y a personne qui va dire « Wow, hey, je vais recommander ça à mes enfants. » Franchement, c'est pas une sexualité épanouissante. Là. Franchement, c'est pas la meilleure sexualité possible. C'est pas une sexualité qui est la sexualité la plus souhaitable. Bon. Mais est-ce qu'on doit l'interdire? Oh, là, c'est là que se pose la question. Qu'est-ce qu'on doit permettre, qu'est-ce qu'on doit interdire? C'est autre chose que dire qu'est-ce qui est préférable, puis qu'est-ce qui est souhaitable. Là. C'est très différent. OK? C'est pas pareil, par exemple, de dire quelque chose comme « Je crois que l'hétérosexualité est une sexualité préférable à l'homosexualité. » C'est un jugement, disons, fort discutable. OK? Mais ça n'a pas le même sens que dire « Je crois qu'on devrait interdire l'homosexualité. » Et là, à la limite, sur le plan éthique, c'est même plus discutable. C'est-à-dire que c'est un jugement qui
qui a pas vraiment de sens jusqu'à un certain point, aujourd'hui, en tout cas, dans notre compréhension de la déontologie telle qu'on la comprend aujourd'hui, même si la déontologie a déjà accepté ce genre de jugement-là. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, de la compréhension des phénomènes, ce jugement-là n'a aucun sens. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de cas où il faut déjà, pour comprendre le sujet, savoir si on se questionne sur le plan déontologique ou sur le plan téléologique. OK? Donc, l'éthique déontologique, elle va impliquer des normes, c'est-à-dire des obligations à respecter, ce qui est obligatoire. Et elle peut amener des sanctions, je dis morales et légales. Je vous donne une différence entre les deux types de sanctions. Vous êtes dans un couple, OK? Et là, vous avez un contrat sexuel. On va parler de ça, le contrat sexuel, là, c'est une très bonne chose d'établir une sorte de contrat sexuel avec votre partenaire. Et dans votre contrat, dans votre entente, là, par rapport à un contrat, pas besoin d'être signé, mais je veux dire une entente, vous êtes sûr que vous vous entendez bien, là, ben vous avez décidé d'être un couple fidèle. Fait que vous avez maintenant l'obligation de respecter votre parole. OK? Et c'est une question de respect de votre partenaire, de ne pas lui mentir, de ne pas le trahir, etc. Vous êtes infidèle. Si vous êtes infidèle, je veux dire, votre partenaire, il ne peut pas appeler la police. Vous n'aurez pas de sanction légale. Mais il pourrait vous donner une sanction morale, genre vous laisser. OK? Donc, il peut y avoir des sanctions qui ne sont pas uniquement légales. Mais il y a des éthiques, il y a des comportements où l'éthique déontologique amène nécessairement à des sanctions. Il n'y a aucune éthique qui autorise le viol. Aucune. On a beau dire, là, il y a plusieurs façons d'entrevoir un phénomène. Écoute, si tu le prends rationnellement, il n'y a aucune éthique qui autorise le viol. Ça se peut pas. Ça n'existe pas. OK? Parce que l'éthique, elle se fonde sur l'ouverture à autrui, sur le dialogue, sur la rationalité, sur la compréhension. Ben voyons, tu ne vas pas autoriser le viol. Ça se peut pas. OK? C'est impossible. Même affaire pour la pédophilie. Tu ne peux pas autoriser ça avec des enfants, mettons, qui ne sont pas en âge de consentement. Là. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles quand tu es un adulte avec un enfant de 8 ans. Ça se peut pas. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des sanctions à ça, vous comprenez, là? Ça va à l'encontre de normes. Quelles sont ces normes? OK? Comment les comprendre? Bien, premièrement, la déontologie amène des normes universelles. Donc, elle prétend valoir pour tous les êtres humains qui ont une certaine liberté et une certaine dignité. Donc, elle suppose que les êtres humains méritent une forme de respect de leur dignité, de leur liberté, et elle va donc poser certaines normes qui sont réversibles. C'est-à-dire que ça vaut pour toi, ça vaut pour moi. Il y en a qui vont dire que la base de la déontologie, c'est « fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi ». OK? Bon. C'est une façon un peu simple de le dire, mais c'est un peu ça, la réversibilité. Là. Ce qui vaut pour l'un, vaut pour l'autre. OK? Les grands principes ou les grandes normes, c'est des principes qui vont assurer la justice et le respect des personnes. Donc, la justice, c'est de dire, on appelle même l'éthique déontologique l'éthique du juste, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que les personnes sont respectées, qu'il y a une justice, que les lois sont les mêmes, qu'il n'y a pas de discrimination, par exemple, que tu ne subis pas de la discrimination à l'embauche parce que tu es une femme, par exemple. OK? Que les femmes, pour le même salaire, reçoivent les mêmes... pour la même tâche, reçoivent le même salaire. La justice, ça. Ça devrait être dans une société de droit, fondée sur la rationalité. Ça devrait être obligatoire. Ça ne devrait pas dire « Ah, ben ça serait préférable que ce soit comme ça. » Non. Si on admet l'égalité des êtres humains, et ça c'est une autre chose, tiens, on va le rajouter. L'égalité, la liberté, la justice, le respect de la personne, c'est ce genre de normes-là qui comptent. OK? Donc, les normes, ils vont se formuler sous forme de règles. Il est interdit de faire cela. Par exemple,
Il est obligatoire d'avoir le consentement éclairé d'une personne. Il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec une personne mineure. Il est interdit pour une personne en autorité d'exiger d'une personne sous son autorité d'avoir des relations avec elle en échange d'avantages. Il est interdit à un psychologue d'avoir des relations sexuelles avec son patient. Ça, c'est toutes des règles qu'on a établies pour encadrer la relation sexuelle, pour éviter qu'il y ait des abus de pouvoir. Okay? C'est toujours ça là, dans la déontologie qui est en jeu. L'abus d'une personne sur une autre ou l'abus d'un groupe sur un groupe de personnes. On veut protéger les personnes, on veut protéger leur égalité, leur liberté, donc on pose des règles, puis ils sont universelles, donc on veut établir la justice. OK? Les normes morales, et là on veut distinguer les deux. Les normes morales, ce sont simplement des normes qui sont admises et prescrites dans un groupe. Donc, on peut avoir des normes qui sont des normes morales, qui sont des normes sociales en réalité. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont éthiques. Il peut y avoir des normes. Admettons qu'on dit si tu as des relations sexuelles avant le mariage, on te donne 50 coups de fouet. Ça, c'est une norme morale dans une société donnée. Mais ça, là, tu réfléchis à ça là, intellectuellement, là, puis tu regardes n'importe quel principe éthique valable, tu vas dire non. Cette norme morale-là, cette obligation, cet interdit, cette loi-là, n'a pas lieu d'être. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer les lois. Il faut savoir que jusqu'en 1969, l'homosexualité était interdite au Canada. Puis avant la réforme là, du droit de la famille, dans les années, soit à peu près au même moment, là, je vous donnerai des dates exactes quand on va faire l'histoire de la sexualité et de la révolution sexuelle. Un mari avait le droit de violer sa femme au Québec, il n'y a pas si longtemps. Et donc, ça prend une réflexion éthique pour changer, des fois, des lois qui ne sont pas conformes à l'éthique. Vous comprenez? Non. Ça, c'est les normes. Toute norme morale n'est pas une norme éthique. Les normes éthiques, elles visent à préserver la liberté, la dignité, la justice, le respect. Puis là, je vous donne un exemple, l'obligation du consentement. Si, je veux dire, tu donnes une drogue à quelqu'un, la drogue du viol, là, pour l'endormir, puis une fois qu'il dort, tu as des relations sexuelles avec cette personne-là, c'est inadmissible. Tu ne respectes pas sa liberté, sa dignité. Tu n'as pas son consentement moral. Donc, tu ne peux pas faire ça. OK? Les normes doivent être réversibles et doivent s'appuyer sur un principe de réciprocité. Donc, ce que tu fais à l'un, tu dois pouvoir vouloir que ça te soit fait à toi. Et donc, ça vient, ça, reconnaître une égalité fondamentale entre les êtres humains, hein, que j'ai rajouté tout à l'heure. Je donne un exemple, l'interdiction du trafic humain à des fins de prostitution. Écoutez, le trafic humain, c'est une réalité au Canada, là. C'est aussi payant, le trafic humain au Canada, puis dans le monde, que le commerce de la drogue pour le crime organisé. Ou enfin, disons, ça dépend des années. Okay? Il y a des années où le trafic humain rapporte plus au crime organisé que le commerce de la drogue. Ça vous donne une idée des proportions. OK? Parce que, et c'est quoi le trafic humain? C'est utiliser des êtres humains en grande partie pour la prostitution. Ce n'est pas que ça, mais c'est ça en grande partie. Et donc là, ben, il faut avoir des lois pour interdire ça. Donc, souvent, la déontologie se transforme en loi qu'on appelle loi positive, c'est-à-dire des lois qu'on retrouve pour la société. Surtout dans les sociétés de droit. Les sociétés de droit, ils veulent avoir des lois. Depuis le 18e siècle, on travaille là-dessus, qui sont conformes au principe de la déontologie. Déontologie qui a été élaborée, vous l'avez vu dans votre texte, par Emmanuel Kant au 18e siècle. Donc, c'est un peu là, l'idéal des Lumières. De dire, bon, et en matière de sexualité, il n'y avait pas besoin de vous dire qu'il y avait un chemin, on va le voir dans l'histoire, un chemin incroyable à parcourir, ne serait-ce que pour l'égalité des sexes. OK. Et ils vont définir, en s'appuyant sur la raison, ces normes-là, des responsabilités fondamentales pour l'humanité. Par exemple, vous avez au Canada, entre autres, et vous avez l'obligation partout dans le monde, mais pas nécessairement légale, mais l'obligation morale
de divulguer à votre partenaire une maladie transmissible sexuellement que vous avez avant d'avoir des relations sexuelles avec cette personne-là. C'est une obligation morale, mais c'est devenu aussi une obligation légale au Canada, parce qu'il y a eu des cas de tueurs en série qui avaient le sida, là, et puis là, ben, il infectait volontairement des personnes, et puis il a commis des meurtres en série. C'était considéré comme un meurtre prémédité, ça. Okay, donc, mais même là, si vous avez une relation sexuelle, et là, vous avez l'obligation, vous avez des responsabilités sexuelles là, au niveau déontologique. Vous avez des relations, vous couchez à gauche puis à droite, vous avez l'obligation légale et morale de vous assurer que vous avez une certaine santé sexuelle avant d'avoir des relations sexuelles non protégées. Parce que si jamais là, vous avez reçu le sida en cadeau dans une relation sexuelle précédente, que vous avez été négligent, vous ne vous êtes pas fait vérifier, puis là, vous avez donné ça à pas mal de monde, vous pouvez être accusé de négligence criminelle. C'est la loi. Vous comprenez? Vous n'avez pas le droit de... Vous devez faire attention à ces choses-là. Vous avez des responsabilités. Et donc, la déontologie va définir ces responsabilités-là qu'on a. Okay? Donc, par rapport à la violence, on va beaucoup parler de la violence dans ce cours, parce qu'on l'a vu dans les cours, la violence est liée à la sexualité. Donc, souvent, la déontologie vient limiter la place de la violence dans la sexualité. Okay? Mais il reste toujours des zones d'ombre. Et il y en a beaucoup en sexualité, des zones d'ombre et de lumière. Et on va pouvoir, dès le prochain cours, regarder plusieurs jugements moraux qu'on a eus sur plusieurs phénomènes sexuels. Donc, ça va être ça vraiment le prochain cours. On va revenir sur l'éthique sexuelle. Puis, on va parler de plein de cas, de questions qui touchent l'éthique sexuelle. Et donc, c'est ce qu'on va voir au prochain cours. Je vous remercie de votre attention. Puis, à la prochaine.